Ça me paraît pas possible qu'un homme aussi jeune puisse avoir autant d'argent en si peu de temps sans un coup de pouce de quelqu'un. Ça me paraît impossible. C'est exactement mot pour mot ce qu'a dit ma mère quand je lui ai dit que je faisais une émission sur Patrick Drahi. Et très sincèrement, je voulais absolument que ce soit elle qui fasse l'introduction de cette émission parce que la vérité mon ami, c'est que tout le monde pense la même chose de ce mec. Mais le problème, c'est que personne n'a réellement fait son taf. Et heureusement, il y a Bibi. Et crois-moi, j'ai cravaché, je t'ai fait une émission de malade. D'ailleurs, je ne vais pas remercier celui qui m'a demandé de faire cette émission, parce que j'ai reçu un message qui m'a demandé de travailler sur ce sujet. Ça a été très long, parce que j'ai passé des heures et des heures à faire des recherches et à me taper des vidéos pour arriver à te faire ce sujet complet sur un homme qui, somme toute, je vais te le dire, avant même que l'émission commence, m'a grandement impressionné. Et tu vas voir, surtout si tu as pris mon programme 10 millions, surtout si tu as suivi Crédit Pro dans 10 millions, tu vas réellement te rendre compte que ce mec a globalement, et je dis pas ça pour m'envoyer des fleurs, mais la même vision du business et surtout de la valeur et de l'enrichissement que moi. Et ce qu'il y a de super quand la personne qui décrypte les comportements d'une autre personne comprend parfaitement ce qu'elle fait, eh bien c'est que pour ceux qui écoutent, donc toi, tu vas passer un magnifique moment en ma compagnie et tu vas comprendre les mécanismes qui ont amené Patrick Drahi à posséder, sans avoir un seul sou en poche, des milliards. Et j'aurais pas dû appeler mon programme 10 millions, mais 10 milliards maintenant. Mais allez, avant qu'on attaque cette émission fabuleuse, laisse-moi te rappeler l'usage. Prends le téléphone d'un ami et abonne-le sauvagement à cette émission. Et pense à tenir le téléphone dans les mains, à me laisser des étoiles parce que ça m'aide énormément avec un commentaire parce que je kiffe lire tes commentaires. Et puis cette émission est en train d'atteindre des sommets stratosphériques. On est plus de 500 par épisode. Je dois personnellement vraiment te remercier. Je suis très fier de toi. Merci. Tu fais le taf. Et ça, je dois le reconnaître. Et c'est pas fini, parce que pour te récompenser, ou alors si tu ne l'as pas encore déjà fait, tu vas sur mon site immobiliercompagnie.com, tu vas dans l'onglet livres et tu télécharges les 100 premières pages de mon livre Devenir riche sans argent. Et si tu veux aller directement plus loin, tu vas sur Amazon, la Fnac, bref, on est partout. Tu tapes riche, juste riche, et je suis en première page. Tu cliques, et il arrive chez toi par la poste. C'est encore la meilleure des choses. Et enfin, si tu veux bosser avec moi, ils sont disponibles sur le site. Tu vas sur l'onglet programme. Tu as un programme qui s'appelle 1 million. C'est hyper facile, je t'aide à avoir 1 million. Sinon, il y a un programme qui s'appelle 10 millions. Je t'aide à avoir 10 millions. Et il y a même un pack où tu peux carrément avoir les deux d'un coup. Comme ça, on va de 0 à 10 ensemble. Et il y a une option pour qu'en one-to-one avec moi, tu sois en coaching et qu'on travaille sur ton projet et que je t'amène sur la lune ou dans les étoiles. Allez, maintenant c'est terminé, on y va direct, on va rentrer dans le vif du sujet, on va aller dans l'analyse du profil de Patrick Drahi et de comment on se constitue un empire. Et ce que je peux te dire, c'est que je suis on the same road, je vais sur la même route que Patrick Drahi. Mais on n'en est pas là, on n'est pas là pour parler de moi, on est là pour parler de Patrick, pas du Patrick qui passe les extraits que tu écoutes depuis le début dans mes émissions, non, le Patrick Drahi, celui que tu vois pas beaucoup, celui sur lequel tout le monde se pose des questions, celui qui génère une zone d'ombre. Et ce qui est très amusant dans ce qu'a dit ma mère, c'est que, encore une fois, c'est là où tu vois le travail de déconstruction que font les journalistes, tout le travail qui est fait pour finalement, en fait, détruire ton mental. Parce que, avant même que je commence cette émission, je dois t'avouer une chose qui m'a sauté aux yeux. Dès que j'ai commencé à travailler sur le mec, c'est-à-dire que là, tu vois, encore une fois, tu n'as encore rien entendu de tout ce que j'ai à te dire. On commence juste, donc je te renvoie tout de suite la même image. J'ai même pas commencé à bosser qu'en fait, la phrase choc que tout le monde te dit, elle est tellement fausse. Ma mère a dit, et quand j'en parle à qui que ce soit, tout le monde dit la même chose. Ils disent, ouais, c'est impossible qu'un mec, du jour au lendemain, il puisse être aussi riche et qu'en plus, il n'ait pas d'argent. Il y a forcément quelqu'un qui l'a aidé. Les gars, il n'a pas commencé du jour au lendemain. Toujours pareil, à la télé, on te montre, on te couvre des informations journalières qui vont te faire cliquer, qui vont te faire écouter, qui vont t'amener finalement à capter ton attention. C'est leur objectif en fait. Vendre leur papier, vendre leur image, vendre leur chaîne. Bref, te garder accroché à ce qu'ils te proposent pour que tu regardes leur pub, que eux ont revendu derrière. C'est ça le business model de la télé. Et le problème dans tout ça, c'est qu'en fait, on ne couvre pas les vrais sujets de fond. Si ce gars-là
tu l'avais suivi pendant des années, comme tu suis toutes les personnes qui viennent ici. Genre, tu vois, il y a Vincent, que tu vois souvent dans les émissions, il va encore revenir. Bientôt, il va y avoir Jérôme, il va y avoir des personnes que tu vas voir passer dans ces émissions. Si tu suis ces personnes, tu vas voir qu'à un moment donné, elles vont avoir une évolution. Mais si du jour au lendemain, tu découvres ces personnes et on te dit « Ah, elle a réussi, mais comment elle a fait ?» Tu auras l'impression que c'est du jour au lendemain parce que d'un coup, on met le projecteur dessus. Alors qu'en réalité, il y a un énorme travail qui a été fourni derrière. Et ça, si c'est occulté, ça enlève complètement tout le processus de création de richesse. Et crois-moi, en matière de processus de création de richesse, on est en face du cador. On est en face d'un gars qui est, alors certes, pour certains, il peut paraître violent, mais encore une fois, j'espère te montrer d'autres aspects, d'autres facettes de toutes ces choses que plus personne te montre aujourd'hui et de ce que toi, tu devrais apprendre à regarder pour finalement arriver à l'appliquer dans ta vie et finalement arriver à avoir alors soit les mêmes résultats si tu as les mêmes ambitions, soit des résultats largement supérieurs à ceux que tu as déjà, si tu as juste, et tu as le droit, des ambitions un petit peu moindres. Bref, sans plus attendre et avec un petit peu maintenant d'engouement, c'est parti. Patrick, mais pas Patrick Drahi, envoie la sauce, on est parti, on décrypte Patrick Drahi. Patrick Drahi. Dans cette vidéo, l'homme d'affaires célèbre la cotation de son groupe à la bourse d'Amsterdam. Des images rares, il fuit les caméras. Qui est-il? Un capitaine d'industrie avisé ou un homme d'affaires à l'appétit féroce? Polytechnicien, né au Maroc, arrivé en France à 15 ans, il s'est fait connaître par un coup d'éclat, le rachat de SFR l'an dernier. Déjà, le milliardaire suscite la controverse. Nous avons affaire à un dirigeant qui est un milliardaire, tant mieux pour lui, il a réussi, qui est propriétaire du Cap dans de nombreux pays européens, mais qui a une holding au Luxembourg, il est propriétaire de ses actions à Guernesey, la société est cotée à Amsterdam et il réside en Suisse. Un patron pas tout à fait made in France, à la tête d'un empire des télécoms, présent en France, aux États-Unis, au Portugal, en Belgique, au Luxembourg et en Israël. Sa recette, s'endetter de façon vertigineuse, 33 milliards d'euros de dettes. Pour rembourser, une règle, diminuer les coûts avec des méthodes jugées parfois brutales. C'est une politique de réduction des coûts qui est extrêmement drastique, avec une modération salariale et des fournisseurs et des prestataires qui sont pris à la gorge. Un homme d'affaires qui multiplie les acquisitions dans les médias. Une télévision en Israël et en France, l'Express et Libération. Un milliardaire qui a soif de réussite. Il s'est dit, quand j'étais dans le câble, on me disait que ça ne marcherait jamais, que personne ne pouvait réussir, j'ai réussi. Dans la presse, on me dit la même chose, je vais montrer que je vais réussir. Et c'est pour ça qu'il constitue un groupe, finalement. Patrick Drahi est la 3e fortune de France. S'il rachète Bouygues Télécom, il deviendrait l'un des entrepreneurs les plus puissants du pays. Alors là, tu viens d'avoir une petite introduction fort intéressante de mon point de vue, puisque au travers de ce que tu viens d'entendre, globalement, on vient de te résumer rapidement ce qu'est, ou plutôt qui est Patrick Drahi et ce qu'est le groupe de Patrick Drahi. Alors tu vas voir, on va commencer par cette base, on va décortiquer un peu le personnage rapidement. Je vais surtout me servir de ça pour parler du personnage rapidement. Et après, on va rentrer dans sa façon de fonctionner, dans sa manière d'être et surtout dans la vision qu'il va en avoir. Alors je vais juste ajouter ce petit détail. Tout ce qui va toucher au personnage, je l'aurais pris directement sur Wikipédia parce que je ne vais pas m'attarder trop sur le parcours universitaire. Et tout ce qui va toucher après à la partie plus technique, ça, ce sont des recherches personnelles que j'ai prises après plusieurs heures de vidéos parce que j'ai vraiment regardé beaucoup de vidéos pour faire cette émission. Monsieur Drahi, de son prénom Patrick, est né au Maroc dans une famille juive. Son père et sa mère étaient professeurs de mathématiques. Il a alors 15 ans lorsqu'il quitte le Maroc avec sa famille pour s'installer en France, à Montpellier. En 1983, après des classes préparatoires au lycée Joffre à Montpellier, lycée que je connais très bien puisque j'ai moi-même fait des études à Montpellier, pas très loin du lycée Joffre, bref, il entre à l'école polytechnique, puis complète sa formation à l'école nationale supérieure des télécommunications. En 2014, une polémique quant à sa double nationalité secoue certains médias. Selon Challenge, c'est un magazine qui touche essentiellement à la finance en France, l'avocat de Patrick Drahi a déclaré que celui-ci possède exclusivement la nationalité israélienne et qu'il a demandé la perte de sa nationalité française. Mais son entourage infirme cette déclaration. La plupart des médias le décrivent comme un homme d'affaires franco-israélien.
Il est officiellement domicilié à Zermatt, en Suisse, où il bénéficiait du statut privilégié de résident fiscal, ce qui lui permet de payer beaucoup moins d'impôts qu'en Israël ou en France. Il est marié avec une Syrienne grecque orthodoxe avec qui il a 4 enfants. Alors là, ce que je viens de te lire, c'est strictement ce que tu vas trouver sur Wikipédia. Et tu vois que Wikipédia, il y a un contributeur qui a tout de suite écrit « Il bénéficie du statut privilégié de résident fiscal ». Ça, c'est n'importe quoi. Il a choisi de vivre en Suisse. Jusqu'à preuve du contraire, nous sommes dans des pays libres. Si nous n'étions pas dans un pays libre, il est fort probable, par exemple, tu vois, on va parler d'une anomalie qui me fait beaucoup sourire, c'est qu'il y a des Français qui écrivent sur Wikipédia et qui tiennent à jour Wikipédia, puisque toi et moi pouvons participer à Wikipédia. Et pour autant, c'est pas parce que tu participes à Wikipédia gratuitement que tu es payé, c'est pas parce que tu participes à Wikipédia qui est aux États-Unis et qui gagne de l'argent aux États-Unis que tu es payé ou que tu es redevable d'un quelconque impôt aux États-Unis. Bref, je déteste ce genre de remarques et tu vas voir que beaucoup de choses qui sont reprochées à M. Drahi sont essentiellement liées à son choix d'optimisation fiscale. Ce qui, somme toute, jusqu'à preuve du contraire et jusqu'à preuve que nous ne sommes pas libres de nos mouvements dans l'Europe, eh bien, n'est pas interdit. Le fond du problème, et je le comprends très bien, et je ne vais pas donner complètement raison à Patrick Drahi, attention, je ne suis pas un fervent défenseur, d'ailleurs je n'ai pas d'idée particulière, je vais juste te préciser ceci. Ce qui est dérangeant, et c'est vrai, c'est que M. Drahi a été formé par la France. Et la France fournit un enseignement gratuit. Or, cet enseignement gratuit, il est gratuit dans la mesure où on part du principe qu'on t'enseigne quelque chose si tu restes dans le pays et lorsque tu vas commencer à gagner de l'argent dans le pays, tu vas payer des impôts et tu finalement compenseras l'investissement que le pays a fait sur ta personne. Et le malaise qu'on a avec M. Drahi, je le comprends très bien, c'est-à-dire que notre pays et nos impôts ont financé ce qu'il a dans la tête, ce qui l'a rendu milliardaire, et il est allé s'installer ailleurs. Mais je suis désolé, j'ai envie de te dire, grand bien lui fasse. Ma foi, c'est le fond du problème, ce n'est pas ceux qui prennent, c'est ceux qui donnent. Si tu donnes quelque chose à quelqu'un, c'est pas pour après lui dire « Ah mais rends-le-moi ». C'est comme si tu es ce genre de personnes qui font un cadeau à leur femme et parce que vous divorcez, vous voulez récupérer le cadeau. À un moment donné, si tu fais un cadeau à quelqu'un, c'est que ça te fait plaisir et donc tu l'offres sans vouloir le reprendre. Ben là, c'est la même chose. La France donne, c'est pas pour reprendre. Malheureusement, je suis désolé de te le dire, l'émission va être clafie des montages de Patrick Drahi, tu vas en entendre parler à tort et à travers. C'est pas pour tous les 4 matins venir me dire c'est dégueulasse ce qu'il fait. Non, il est libre. Et tant qu'il utilise librement ses droits, tu ne peux pas aller à l'encontre de tout ça. Bref, voilà. Donc, globalement, c'est une personne qui est, tu vas le voir, j'ai beaucoup aimé travailler sur cette personne-là. Il crée sa boîte dans le sud de la France, dans notre région, dans la région dans laquelle je me situe. Il va signer des contrats avec des villes que je connais très bien, dans le Vaucluse, dans le Gard. C'est très rigolo d'ailleurs d'entendre des noms de villes dans lesquelles tu vas, que tu côtoies, et de voir qu'il y a des personnes qui ont fait fortune en travaillant avec des toutes petites villes de nos régions. Donc c'est quelqu'un qui connaît très bien nos régions. Je vais ici et à partir de là maintenant monter donc cette émission tout autour de différents passages que j'ai moi-même appréciés, qui je trouve ont leur intérêt dans l'histoire de Patrick Drahi, et on va décrypter comment cet homme a fait fortune et comment il a construit une fortune colossale autour d'entreprises hyper endettées. Parce qu'aujourd'hui, ce qui dérange avec Patrick Drahi, c'est que c'est quelqu'un qui est issu du peuple, comme toi et moi, et qui s'est bâti un empire, un véritable empire, et qui est devenu milliardaire. Et comme il le dit si bien lui-même, il est vraiment beaucoup mieux aujourd'hui avec des milliards d'euros de dettes et les entreprises qu'il possède qu'à ses débuts avec les quelques milliers d'euros de dettes qu'il pouvait avoir et finalement rien du tout dans les mains. Et tu vas voir que M. Drahi n'a de cesse de faire de parallèles avec l'immobilier, ça va m'arranger grandement dans l'émission. Et aussi, tu vas voir que ces raisonnements sont largement explicables. Et c'est ça qui est hyper intéressant. Ces raisonnements sont largement explicables, décorticables, et tu vas en tirer quelque chose, tu vas voir. C'est fort intéressant. Sa réflexion est basique, elle est applicable à ton quotidien, et je pense qu'elle peut te rapporter gros. Elsa Bimbaron, bonsoir. Vous êtes journaliste au Figaro, et vous publiez Patrick Drahi, l'ogre des networks, c'est aux éditions de l'Archipel. Patrick Drahi, 9e fortune de France, qui a racheté notamment SFR. Alors j'interviens directement parce que là, il y a déjà des éléments fort intéressants qui viennent d'être révélés et des questions que tu dois forcément te poser. Alors oui, cette journaliste a écrit un livre sur Patrick Drahi.
C'est assez amusant et donc ça veut dire qu'elle a fait un travail de recherche sur cette personne, à la manière que moi je vais faire, mais peut-être pas dans les mêmes intentions, sur les montages et la façon dont procède Monsieur Drahi pour avancer. Donc elle a titré son livre « L'ogre des networks », des médias, bref, appelle ça comme tu veux. Moi, ce que je veux te souligner, c'est intéressant. Tu vois, des fois, tu peux te dire, en écoutant ces émissions, tu dis, moi, j'ai pas d'idée, dans quoi je pourrais me lancer, etc. Tu peux écrire un livre sur une personnalité atypique. Je suis sûr qu'elle en vend de ces livres-là. Et il y a une deuxième petite chose que je veux quand même souligner, parce que ça m'a fait beaucoup rire, quand il dit ce Français vivant en Suisse. Donc, tu vois, il y a une espèce de forme... on entretient un petit peu la confusion pour moi, parce qu'encore une fois, donc déjà, il faut savoir que cette personne, elle est née au Maroc. On va commencer par le début. Donc, est-ce que c'est cohérent de dire de quelqu'un... Alors bref, on va même pas dire parler du Maroc, on va parler de n'importe quel pays. Si tu es né dans un pays, est-ce qu'on a le droit de dire de toi que tu es originaire d'un autre pays parce que tu y as fait tes études? Je ne crois pas. C'est assez amusant de voir que... Enfin, moi, c'est la sensation que j'ai après avoir écouté tout ça. On essaye de récupérer... effectivement, comme si c'était notre propriété, la nationalité de Patrick Drahi, et d'ailleurs, tous les journalistes qui parlent de cet homme parlent de lui comme s'il était français. Or, tu es libre de vivre dans n'importe quel pays, tu peux abandonner ta nationalité, tu peux embrasser la nouvelle nationalité qui t'est proposée, bref. J'ai envie de te dire que des possibilités, il ne t'en manque pas, il ne t'en manquera jamais, et il est temps à un moment donné de reconnaître qu'aujourd'hui, au vu de la façon dont certaines choses se passent, nous sommes tous libres d'agir de la façon qui sert le mieux nos intérêts. Et j'ai beaucoup aimé quand j'ai fait cette étude sur ce personnage, certains propos qu'il peut tenir, je te les soulignerai à ce moment-là, qui expliquent pourquoi et comment Monsieur Drahi a choisi de quitter la France. Et je crois qu'il faut que dès à présent que je plante le décor, c'est pour ça que je suis intervenu, tu es en face de quelqu'un qui est un opportuniste. Et je ne vais pas rentrer dans le débat, beaucoup de gens se méprennent sur l'origine de ce mot, l'opportunisme. Moi, je trouve ça super d'être opportuniste. Quand on te propose une opportunité, il faut être capable de la saisir. Sauf que Monsieur Drahi n'est pas de ceux qui attendent qu'on lui propose des opportunités. Il va se servir. Et je suis fait pour le comprendre. Ceci étant, un mot quand même que j'ai à dire sur Elsa Bembaron. Et parmi les couacs qui pour moi il y a dès cette introduction, elle en fait partie. Elsa Bembaron, je suis allé sur LinkedIn. Je ne vais pas te prétendre que j'ai fait de grandes recherches sur elle, parce que ce n'est pas vrai. J'avais juste envie un petit peu de voir quel était son cursus et surtout, tu vois, de comprendre comment une personne qui finalement n'a pas elle-même bâti un empire, n'a pas bâti au moins des entreprises, est-ce qu'elle a un cursus qui lui permet d'avoir un jugement sur ces personnes-là? Et bien évidemment, je suis tombé sur le pot aux roses. Je te donne son cursus. École supérieure de commerce du Havre. EM Normandie Business School. D'accord? Donc, elle a fait Bac plus 5, plus encore une étude derrière, une formation. Donc, des études. Et après, elle est devenue journaliste. Alors, moi, voilà, je vais te donner un avis qui est méchant, je ne suis pas méchant après les journalistes, mais comment veux-tu toi-même te forger une opinion réelle d'un homme d'affaires alors que l'analyse se fait par une personne qui n'a elle-même jamais fait les affaires? Tu n'apprécieras pas tout ce qui a pu conduire et tout ce qui fait que une telle ou telle personne peut arriver à tel ou tel résultat. C'est d'ailleurs pour ça que je fais ces émissions, parce que c'est ça le vrai journaliste pour moi, c'est quand quelqu'un qui fait lui-même des affaires décrypte quelqu'un qui fait des affaires, tu vas avoir des résultats intéressants. Bref. Je ne vais pas faire l'apologie de ma propre émission. Si tu es là, c'est que tu as compris l'intérêt. Tout ce que j'essaye de te dire, c'est que tu dois prendre avec des pincettes tout ce que tu entends. Donc, cette première partie, elle t'induit en erreur clairement. Et si cette partie-là, rien que l'introduction, t'induit en erreur, imagine toutes les mauvaises informations que tu récoltes dans les médias quand tu vois déjà qu'on n'a même pas commencé, que c'est déjà le bordel, quoi. Bref, on reprend l'émission. Sauf que Elsa Bembaron, il y a le feu chez Patrick Drahi. Là, l'action de son groupe vient de chuter d'une façon inexpliquée de 50% en l'espace de plus de 50% même en 3 semaines. Qu'est-ce qui se passe chez Patrick Drahi, dans la galaxie Drahi? C'est très précisément le 3 novembre que la chute boursière a commencé, avec la publication de résultats décevants pour SFR. Alors, une entreprise qui publie des résultats décevants et qui ensuite est sanctionnée par les marchés boursiers, c'est classique. Là, ce qui est complètement exceptionnel, c'est l'ampleur de la chute. C'est-à-dire que non seulement ça a chuté le jour de la publication des résultats, mais ça fait 3 semaines que ça dure. À la clé, il y a 10 milliards d'euros
qui sont partis en fumée. Hein, 17, ça fait je vous fais à la 17 louche, milliards même. Ouais. Voilà, donc c'est la valeur de Peugeot Citroën qui Voilà. est partie en fumée en 3 semaines. Tout ça parce qu'il a publié des résultats décevants concernant SFR. Parce que disons que ça fait depuis le rachat de SFR, depuis 2014, que Patrick Drahi et son équipe disent qu'ils vont redresser l'entreprise. Donc il y a un bout de la promesse qui a été tenue et le deuxième bout qui était nous allons gagner des clients, faire revenir des clients, leur réussir à augmenter le prix des forfaits. Bah, cette deuxième partie de promesse, ça n'a pas du tout été tenue et là, c'est peut-être le résultat qui a fait déborder le vase et qui explique notamment le déclenchement de cette crise. Parce qu'il a racheté SFR hors de prix en promettant monts et merveilles. Bah, finalement, ces monts et merveilles, on ne les voit pas arriver. Non mais sérieusement, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas pris leur forfait, il y a 17 milliards, pouf, ils se sont envolés en fumée. Ah là 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 là, my God. Oh là 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 là, je suis désespéré. Mais comment on peut laisser des gens dire des choses pareilles à la télé ? Ça prouve bien que n'importe qui peut faire n'importe quoi quand il veut faire quelque chose. Bref, alors, je vais t'expliquer plusieurs choses. Donne des notions d'abord avant qu'on rentre dans le débat de tout ça. Non, c'est pas réellement pour ça. D'abord, il faut que tu comprennes une chose. Une cotation, c'est une évaluation. Une évaluation, ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est un potentiel. C'est un ensemble de choses. Après, il y a la réalité. La bourse, c'est un marché d'offres et de demandes. Donc, c'est-à-dire que quand tu as beaucoup de demandes sur une action, l'action va finir par monter. C'est ce qu'on appelle, c'est comme la pression foncière. C'est exactement comme en immobilier. Si tout le monde veut la même maison, ben, à un moment donné, quand tu vas avoir 1000 appels, tu vas te dire, attends, mince, dans la journée, j'ai eu 1000 appels, je vais peut-être un peu monter le prix pour voir si j'ai pas un peu moins d'appels et puis surtout si je peux pas gagner un peu plus d'argent. Puis si le lendemain, tu as monté les prix et que tu as toujours 200 appels, mais que tu as encore des acquéreurs, ben, tu vas encore monter le prix jusqu'à ce que tu arrives à n'avoir qu'un seul acquéreur qui te la prend au prix maximal. Donc de dire que finalement l'argent est parti en fumée, non, pas du tout. L'argent ne part jamais en fumée. En fait, il y a une personne qui est d'accord pour faire le deal à ce prix-là. Et ça suffit en fait. Tu verras que si tu travailles avec des gens de l'immobilier, ils te diront souvent, c'est une phrase qui revient dans l'immobilier, il ne te suffit que d'une personne en fait. Tu peux mettre n'importe quel prix sur n'importe quelle maison, il te suffit que d'une seule personne qui soit d'accord pour finalement prendre le produit au prix proposé pour que le bien se vende. D'où d'ailleurs le côté hallucinant pour certaines personnes des prix de l'immobilier. Certaines personnes te disent oui, l'immobilier c'est n'importe quoi, on va le réguler pour que ça arrête de monter. En fait, ça marche pas comme ça. Il y a une offre, il y a une demande, et puis l'offre se concentre à un endroit. Réguler ça, c'est encore, pour moi, c'est la pire des choses. Bon, moi je suis un libéraliste, donc forcément je suis peut-être pas la meilleure personne avec qui il faut parler de ça. Mais bref, ce que j'essaye de te dire, on va revenir à nos moutons quand même, parce que je m'égare, c'est que là en fait, la première explication qu'on te dit, c'est bon, voilà, il a fait des promesses, elles ne sont pas tenues, donc l'action chute. Non, effectivement, il y a une espèce de prévisionnel qui est fait quand tu achètes une entreprise comme ça. Tu as des objectifs à atteindre pour valider un cours de bourse qui a été fixé. Mais si tu n'atteins pas ces objectifs, l'action dégringole. Ces objectifs, ils doivent être fixés. Normalement, il y a des points de contrôle pour arriver à sortir ça. Ça ne sort pas du chapeau. C'est ce que j'essaye de te dire avec un petit peu de malade. Je suis un peu maladroit dans mes propos. Ce que j'essaye de te dire, c'est que ce ne sont pas des revenus sortis du chapeau. Enfin, c'est pas un prévisionnel qui est fait au petit bonheur la chance, avec un doigt qui est levé, qui a été mouillé au préalable dans la bouche en disant tiens, on va dans cette direction et on arrivera à avoir cette cotation-là. Non, pas du tout. Il y a réellement tout un système qui est mis autour. Et si on n'atteint pas les objectifs, on est, entre guillemets, effectivement, recadré par les marchés. C'est ce qui est arrivé au groupe, en tout cas à SFR, pour Patrick Drahi. Maintenant, il y a des points hyper importants pour moi que je dois t'expliquer, et tu vas le découvrir après avec le personnage. Premièrement, là, tu as des personnes qui commentent l'instant. Et quand tu réalises ce genre d'opération, c'est comme quand moi j'achète un immeuble, c'est fort présomptueux de croire que la personne agit pour l'instant. Le problème, encore une fois, c'est que tout est présenté comme si l'intérêt de la personne était de réaliser le deal. Déjà, quand on te dit que quelqu'un va réaliser une transaction à 17 milliards, bon là, c'est pas le cas, mais si c'est ça, il a acheté 17 milliards d'euros telle société, ne crois pas que parce qu'il a acheté 17 milliards d'euros, il a gagné de l'argent sur le deal. C'est-à-dire qu'il y a aussi une énorme confusion qui est, je pense, de notoriété publique. On croit que quand on achète une société, la personne qui l'achète gagne immédiatement de l'argent. Là, quand tu vas écouter les propos de M. Drahi, tu vas te rendre compte qu'il y a derrière une stratégie qui est développée sur du moyen long terme. Et comme j'ai fait mes devoirs,
en ce qui concerne M. Drahi, on est sur du très long terme. On ne peut jamais parler à court terme. Alors, le court terme te rapporte toujours de l'argent. Je ne vais pas faire comme s'il ne gagnait pas d'argent. Bien évidemment, on ne va pas commencer à les plaindre. C'est un groupe. Et dans une politique de groupe, une fusion-acquisition, voilà, comment dirais-je, une augmentation du chiffre d'affaires par intégration, c'est ce qu'il a fait. En fait, comme là, elle a aussi des bénéfices immédiats. Je ne vais pas faire genre, voilà, on va pas faire, c'est pas un saint, c'est pas le propos. Bien évidemment qu'il y a un gain d'argent qui est fait immédiatement, selon comment c'est monté. Et dans une politique de groupe, parce que là, on a plusieurs sociétés en face, il y a un gain d'argent immédiat. Mais moi, ce que je veux te souligner ici, c'est qu'on t'affiche un montant de transaction qui te fait peut-être rêver, mais le vrai gain, il ne va pas être fait au moment de la transaction. Le vrai gain, y compris pour le chef d'entreprise, il n'est pas fait immédiatement. Il y a un autre élément que je veux que tu entendes et qui est hyper important, c'est que le gain, quel qu'il soit, de quelque nature qu'il soit, il est aussi souvent couplé à une stratégie financière et donc à une injection de flux financiers pour arriver au résultat convoité. Et ça, je vais être très franc avec toi, en dehors du chef d'entreprise, il n'y a personne, mais alors vraiment personne qui peut savoir quels sont réellement les desseins de celui qui a orchestré l'intégration de la société. Et c'est d'autant plus vrai dans le cas de Patrick Drahi, tu vas le voir tout à l'heure, parce que c'est une personne qui dirige son groupe. Il est le propriétaire dirigeant d'un groupe qu'il pilote avec 60% des parts de ces sociétés. C'est énorme et quasiment exceptionnel dans le paysage de tous les gros chefs d'entreprise que tu peux voir. Et j'ai un truc à te préciser qui est hyper important. Parmi toutes les recherches que j'ai pu faire, il y a un moment donné, M. Drahi dit une chose qui est totalement vraie. Il dit, tu ne peux pas comparer un groupe qui est dirigé par son propriétaire de tous ces groupes qui sont dirigés par des mecs qui sortent d'une école, qu'on met au poste et qui n'agissent pas, comment dirais-je, de la même façon que le propriétaire agirait s'il était au siège où il devrait être. Et ça a vraiment une importance capitale dans la compréhension de tout ce qui se passe. C'est une différence fondamentale et pour moi, ça change réellement tout en fait. Ce qui fait que tout ce que tu entends là, pour moi, ben, c'est du bullshit en fait. Ces gens-là, ils sont extérieurs. Alors déjà, on va être clair, là tu as deux personnes qui ont l'habitude, lorsqu'ils reçoivent un gros chèque, c'est d'écrire au dos du chèque. Tu vois. Là tu as deux personnes qui ont l'habitude d'endosser des chèques. C'est-à-dire que leur plus gros chèque, c'est leur salaire, ils écrivent leur nom derrière et ils l'encaissent. Patrick Drahi, c'est quelqu'un qui, lui, a l'habitude d'écrire de l'autre côté du chèque. D'accord ? C'est un mec qui, lui, écrit côté recto, tu vois, et là, il écrit les montants, lui, et il les donne. Donc déjà, selon du côté où tu te situes, déjà, tu ne peux pas parler avec les gens, en fait. Et tu verras, là, c'est un conseil que je te donne. Si tu es investisseur, que tu sois investisseur immobilier, investisseur boursier, que tu sois entrepreneur, chef d'entreprise, si tu es dans une de ces trois catégories, ou pire, comme moi, dans les trois catégories inclus, je vais être très clair avec toi. Il faut vite que tu comprennes dans ton esprit que toi qui fais des chèques ne peux pas parler avec ceux qui les reçoivent. Et c'est pas péjoratif, c'est pas méchant, je suis vraiment désolé. Moi aujourd'hui, je me suis pas renfermé, je suis pas un mec renfermé, c'est pas du tout ça. Mais je fais quand même attention à ce que je dis et à qui je le dis parce que j'ai bien conscience que les gens ne peuvent pas comprendre. Et il y a même des décisions que tu vas prendre que tu ne pourras pas partager. Moi, il y a des décisions que je prends que je ne partage plus avec personne aujourd'hui parce que les gens ne peuvent pas les comprendre, ces décisions, malheureusement. Et j'aimerais bien qu'ils les comprennent, mais c'est, comment dirais-je, ils ne peuvent pas comprendre. Voilà. Ils ne peuvent pas arriver à intégrer clairement ce que toi tu vois et pourquoi tu prends ces décisions-là. Donc, le mieux dans ces cas-là, c'est de bien comprendre dès à présent, et c'est un conseil que je te donne, que si tu parles avec une personne qui endosse les chèques, ben c'est pas la peine de parler avec. Si tu parles avec une personne qui émet des chèques, tu peux discuter. Après, je vais être très clair avec toi. Moi, j'ai des amis autour de moi qui reçoivent des chèques et avec qui je peux parler. C'est de l'intelligence sociale, c'est pas empirique ce que je te dis. Il y a toujours des cas à part. Mais là, on a deux journalistes au premier abord qui endossent des chèques et qui comprennent pas ceux qui en font. On va continuer l'émission, je ne vais pas m'étaler plus parce que le reste est tout autant intéressant et c'est que l'introduction. Revenons quand même sur on reviendra, mais sur ce personnage, Patrick Drahi. Comment ? Parce qu'il est sorti de nulle part, on l'a tous découvert quand il a racheté SFR. D'où il vient ? Comment il est devenu la 9e fortune de France ? Alors, il était complètement sous les radars, mais c'est un vieux briscard des télécoms. En fait, c'est quelqu'un qui est
qu'on pourrait appeler un self-made man. Enfin, c'est construit tout seul. Il a fait Polytechnique. Il a fait Polytechnique. J'ai pas dit autodidacte. Ouais, d'accord. Il est fils de prof de maths. Il est né à Casablanca, au Maroc. Il arrive en France, il a 15 ans. Il fait une prépa brillante, Polytechnique. Il enchaîne sur Paris Télécom. Il continue avec un DEA d'optique. Bon, c'est un type qui est brillant. Ah, alors là, tu vois, quand une personne qui fait des études parle d'une autre personne qui fait des études, tout de suite, c'est vachement plus technique. Tu vois, elle fait attention aux mots qu'elle emploie et tout. T'as vu, j'ai pas dit qu'il était autodidacte, j'ai dit self-made man et tout. Tu sens hein, la différence. Là, quand on parle d'études, une étudiante, elle est forte pour en parler, tu vois. Mais quand on parle business, une étudiante, bon, il y a comme qui dirait un petit problème. Bon. Là, tu viens de voir, elle vient de te résumer le cursus rapidement. J'interviens pour te dire juste une chose. C'est ce que je t'ai dit tout à l'heure. Il est né au Maroc et il y est resté 15 ans. Est-ce que tu crois vraiment, enfin, tu t'es construit en tant qu'enfant dans un pays, est-ce que tu es originaire du nouveau pays qui te permet de faire les études supérieures? Je ne sais pas. Pose-toi la question. C'est un peu facile de vouloir s'accaparer la réussite. Alors certes, je ne veux pas dire qu'on s'est accaparé la réussite de quelqu'un, mais ce que j'essaie de te dire, c'est que on essaie de prendre à quelqu'un parce qu'il a réussi notre part de responsabilité dans sa réussite et on va le critiquer parce qu'il va faire des choix qui paraissent de l'extérieur fiscal, mais on y reviendra, ne t'inquiète pas. C'est un self-made man, je l'ai mal dit, c'est un self-made man. Et ça, c'est respectable. Parce que vraiment, ce qui va être vraiment super dans cette émission, et j'espère te le décrypter à merveille, c'est qu'on est face à quelqu'un qui part de vraiment rien et qui construit un empire. Et vraiment, tu vas voir, et j'espère que tu vas le voir, ça part vraiment de très loin. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur simplement, je dirais, comment dirais-je, un concours de circonstances ou même un enchevêtrement de choses qui vont en sa faveur. Non, on est réellement sur une personne qui a la volonté de devenir riche et qui le devient. Je te laisse écouter la suite, tu vas voir, c'est intéressant. Et toujours voulu être riche. Hein. Vous avez, dans votre biographie, vous sortez quelques-unes de ces phrases clés. Je peux en citer une. Son souhait quand il était étudiant, c'était de rouler en BM à 30 ans, de gagner 50 000 francs à 40 ans et de vivre de ses intérêts à 50 ans. Il y est arrivé. Ben, il a fait tout ça en plus gros. En plus de la BM, vous pouvez ajouter l'yacht. C'est super amusant d'écouter en fait la volonté de quelqu'un quand il était jeune et de voir le décalage avec la mise en action et la mise en place de la réalité, enfin du rêve en fait. C'est-à-dire que on te dit oui, il voulait rouler en BM à 30, gagner 50 000 francs à 40 et vivre de ses intérêts à 50. On est face à un milliardaire. C'est là que tu vois qu'il n'y a pas de problème à avoir envie de devenir quelque chose. Ce qui compte, c'est qu'est-ce que tu mets en place au quotidien pour y arriver. Et ça, c'est vraiment ce qui compte le plus. C'est vraiment ce qui, j'ai envie de te dire, doit t'amener à ne pas avoir honte de ce que tu veux faire et à surtout passer à l'action. Parce que tu vas le voir, là, on est vraiment face à quelqu'un qui a eu l'appétit qui est venu en mangeant. Enfin, en tout cas, c'est ce que moi, je crois. Et j'espère, au travers de ce qu'on va découvrir ensemble, que tu vas voir le chemin qu'il a emprunté. Et pourquoi est-ce qu'il s'est lancé dans les télécoms à la sortie de Polytechnique? Eh ben, il a regardé, ce qu'il raconte, c'est qu'il a regardé le top 100 des plus grosses fortunes américaines, qu'il y en avait 10 dans le câble. Il s'est dit, bah, moi aussi, je vais faire du câble. Donc, c'est du pragmatisme, c'est juste être riche et chercher le secteur où il pouvait avoir de la richesse. Et il faut se remettre, on est dans le contexte, on est à la fin des années 90. Le secteur du câble français est complètement sinistré. Il y a eu le plan câble qui a été développé, des centaines de millions d'euros investis, enfin à l'époque de francs, investis dans le secteur, et puis des petites boîtes qui sont plus ou moins en déshérence à droite, à gauche. Et lui se lance dès le début des années 2000, en fait, dans le rachat et l'agrégation de tous ces petits opérateurs. Alors les Alsaciens il mouille sa chemise, hein, parce que vous racontez que à la sortie de Polytechnique, il va à Cavaillon, il fait presque du porte-à-porte pour vendre des abonnements au câble. Bah, il fait à un moment pratiquement du porte-à-porte. Il va voir aussi les élus pour vendre son projet. Ouais. Et il a un très bon contact, donc le contact passe et il rachète une première entreprise. Le tout en ayant aussi des soutiens, déjà des fonds d'investissement et des familles américaines qui le soutiennent. Et petit à petit, 1, 2, 3... L'appétit vient en mangeant. J'adore parce que là encore, tu vois,
Allez, hop, on bascule dans le business et les propos deviennent pour moi, mais c'est dingue en fait d'être comme ça. J'arrive pas à comprendre. Là, elle te dit, tu sais, elle minimise, tu vois. Oui, c'est du pragmatisme, de devenir riche pour être riche, c'est vraiment du basique. Mais attends, déjà, premièrement, on va remettre dans les contextes de tout ce qui a été dit. Parce que en fait, si tu veux, j'ai vraiment, tu sais, j'en suis même à un point où j'ai la sensation que ils essayent d'éluder tout ce qui est intéressant pour ne mettre en avant que ce qui ne l'est pas, et ça devient débile à la fin. Bon bref, on va pas critiquer les journalistes, respect à vous pour je ne sais pas quel travail que vous ne faites pas, mais que vous faites en tout cas. Bon, on va reprendre depuis le départ. Quand elle te dit c'est du pragmatisme, il a pris les 100 fortunes américaines et il a remarqué qu'il y en avait 10 dans le câble. Déjà, j'ai une question à te poser, tu l'as déjà fait toi? Est-ce que tu l'as déjà fait? Non. Et si tu me dis oui, est-ce que tu l'as déjà fait et tu avais déduit comment dirais-je, le nombre de secteurs d'activité qui sont... Bref, tu vois ce que je veux dire, tu n'es pas allé aussi loin que lui. Donc déjà, en fait, le gars n'a pas pris simplement les 100 fortunes américaines, non, il les a étudiées. C'est ça le bon terme. C'est-à-dire qu'il les a pris, il les a étudiées et il a regardé comment ils fonctionnaient. Ok? Première chose. Donc déjà, étudie ton marché. Étudie ce que tu veux devenir. Bon, c'est la première chose. Deuxième chose, tout du moins autant importante, voire plus à mon goût et à mon sens, c'est que il déduit donc de cette étude qu'il y a quand même une majorité de personnes qui sont dans le câble et il décide de se lancer dans le câble. Aux États-Unis, c'est l'avenir, mais en France, c'est sinistré. Très, très intéressant. C'est-à-dire que le gars se dit, ok, là-bas, les mecs sont devenus riches avec. Chez nous, ça n'existe quasiment pas. Enfin, ça n'a aucun sens, en fait. Ce qu'il y a, on ne peut même pas parler d'un marché. Il y a un marché, mais il est en décrépitude. Il est à l'abandon et il est, comment dirais-je, peuplé par des petites sociétés par-ci, par-là, mais qui bricolent. Et moi, je vais, donc c'est ça qui se dit, hein, moi, je vais prendre d'assaut ce marché. C'est un peu, tu vois, c'est un peu comme si je te disais, voilà, essaye de te remettre dans la peau de Mark Zuckerberg quand il crée Facebook et qu'il y a MySpace, quoi, tu vois, je veux dire. Donc toi, tu n'existes pas, tu es Mark Zuckerberg, tu as Facebook et tu te dis, je vais niquer MySpace. Tu vois, c'est déjà, donc déjà, on est là, première chose qui n'est absolument pas dite en avant et en tout cas, bon bref, voilà, je ne vais pas aller plus loin là-dedans dans ce que j'allais dire. Ce qui n'est pas assez mis en avant, c'est la mentalité d'acier qu'il faut avoir. La mentalité, et d'ailleurs, en découle la suite de la remarque qui est faite par le journaliste, il fait du porte-à-porte, il croit dans son projet. Note une chose hyper intéressante, il est soutenu par des familles d'investisseurs américains. Alors c'est dit de manière assez floue comme ça, mais il faut que tu comprennes que là-bas, l'argent circule beaucoup mieux que chez nous. Et donc, qui dit argent qui circule beaucoup mieux, dit plus de facilité pour monter un business alors que le business n'existe même pas. Alors, ce qui serait intéressant de savoir, et je ne pense pas que ce soit ces gens-là qui puissent nous l'apprendre, mais bien évidemment, M. Drahi, ça serait beaucoup plus intéressant que ce soit lui qui nous donne la réalité de la chose, c'est comment il a fait et par quel processus il a fait rentrer ses capitaux et quelle était la nature de l'accord. Je vais être très clair avec toi, j'ai trouvé tout le montage de M. Drahi, mais je n'aurai jamais la vraie nature du contrat, puisque les seules personnes qui connaissent les vraies natures du contrat sont ceux qui l'ont signé. Je serais bien présomptueux ici d'essayer de te décrypter la façon dont ça a été fait. Il y a mille et une façons de faire. Tu peux faire un prêt, par exemple, tu peux faire rentrer quelqu'un qui finance ta boîte et dire que tu la finances pour X années, qu'en échange d'intérêts et du remboursement du capital, à terme, tu reprends tes parts de société. Tu peux faire rentrer quelqu'un au capital qui devient finalement un de tes associés et qui va avoir un poids décisionnaire dans la société. Bref, il y a autant de possibilités que ce qu'il y a de liberté dans le monde pour rédiger ce type de contrat et le mener à son terme. Ce qui est intéressant par contre dans la démarche, c'est que ce mec-là, et c'est ce qu'il faut que tu comprennes, a vendu quelque chose qui n'existait pas. Il est allé voir ces gens-là et leur a dit « Ok, la France, c'est le désert au niveau du marché du câble, mais moi, je vais monter le projet. » Donc, ce qui veut dire que si tu m'écoutes et que tu dis que tu n'as pas d'argent ou que tu te dis que tu n'as pas ce qu'il faut pour arriver à mener à bien ton projet, c'est faux. Ce qu'il te faut, c'est un projet, une vision et une manière d'amener la chose. Et ce qui est important à ce stade de préciser, qui n'a pas été dit et qui est très important chez Patrick Drahi, c'est que c'est un polytechnicien, donc un ingénieur, donc quelqu'un qui a la capacité à mettre en œuvre ce qu'il a dans la tête. Enfin, ce que je veux dire, c'est que il s'est dirigé dans des études de télécommunication, il maîtrisait le sujet du câble, il savait très exactement par quel bout il allait prendre le problème et surtout par quel bout il allait le régler.
Et c'est ça qui lui a permis d'avoir les fonds, de mener le projet et de construire l'empire qu'il s'est construit aujourd'hui. Je dois te dire un dernier élément avant de clôturer cette partie qui est fort intéressante. Tu dois comprendre que, à la question de départ, qui est toute la question de fond de cette émission, c'est comment cet homme a-t-il réussi, soi-disant en s'endettant, à monter un empire de cette envergure? Eh bien, la réponse est très simple. Il commence dès le début, au moment où je suis en train de te parler là, c'est-à-dire aux prémices de son empire, à déjà demander de l'argent. En fait, c'est quelqu'un qui, n'ayant pas eu d'argent, n'en ayant jamais eu, a passé sa vie à en demander. Et c'est bien une chose que je peux t'apprendre. Pour être une personne qui a passé moi aussi ma vie à demander de l'argent aux autres parce que je n'en avais pas, tu finis par développer des compétences. Petit pont que je dresse en direction de mon programme 10 millions, où tu as le programme où je t'apprends, où je te donne mes outils pour aller lever des fonds. Je peux t'assurer que pour tous ceux qui l'ont suivi, une fois que tu as fini le cursus, tu vois le programme financier, enfin en tout cas tu vois le levage de fonds de manière totalement différente. Et ne te leurre pas, je veux qu'on soit très clair, au jeu de je vais demander de l'argent, tu as vraiment l'habitude d'avoir des noms. Aujourd'hui, j'encaisse de mieux en mieux les noms. Alors je vais pas te mentir, c'est jamais agréable d'avoir un nom quand on a un projet, mais ça fait partie du jeu. Et Patrick Drahi s'est tout de suite confronté à ça. Il a tout de suite appris dès le début à demander de l'argent, à faire rentrer de l'argent dans ses boîtes, à gérer cette espèce de pression en plus, cette espèce de personne qui fait partie du projet. C'est-à-dire que là où avant, les gens avaient besoin, quand ils créaient une boîte, d'avoir de l'argent pour pouvoir créer leur boîte et pour avoir un rapport avec leurs investisseurs, leurs banquiers, bref, avec les gens qui mettaient de l'argent dans le projet, avoir un rapport d'une certaine nature, lui, Patrick Drahi, dès le début, comme il n'avait pas du tout de rond en fait, il a pris l'habitude de gérer les banques, de gérer les investisseurs, de gérer les différentes personnes qui lui ont permis de créer ses business. Et ça, c'est vraiment très intéressant. Et donc, il se met à racheter. Alors là, il rachète SFR, mais il a une boulimie. Avant, il rachète nous, c'est Numéricable pour voilà. Les plus anciens, ils s'en souviendront. Et 2014, c'est l'apogée, c'est SFR. Et SFR, il fait un bond de 1 à 10. Hein. SFR, c'est 10 fois plus gros que son entreprise qu'il rachète. Mais il rachète même Portugal Télécom, voilà. deux énormes câbles opérateurs. Et alors, il se retrouve avec... Parce que comment il rachète tout ça? Il n'a pas l'argent. Non, il emprunte, vous alliez le dire, il se retrouve avec 51 milliards de dettes. Alors 51 milliards de dettes, c'est pas que SFR, parce que SFR, ça lui a coûté 17 milliards d'euros. Ouais. Là-dessus, il y a Portugal Télécom, effectivement, en plus, 7 milliards. Parce que 50 milliards de dettes, on dit ça tranquillement, c'est la dette d'un pays européen. Par exemple, la Slovaquie, j'ai regardé, elle a une dette de 50 milliards d'euros. Voilà. Donc lui, sur ses petites épaules, il a la dette de la Slovaquie, voilà. En fait, il ne l'a pas juste sur ses petites épaules, puisque la dette est posée sur ces différentes sociétés. Donc SFR a 15 milliards de dettes, la société mère qui chapeaute tout ça, Altice, a un bout de dette. Les Américains, vous en pariez, c'est Cablevision et Suddenlink, il y a encore un petit bout de dette, tout ça c'est réparti. Et là-dessus, il y a des médias aussi. Voilà, alors il n'empêche, quand on a 50 milliards de dettes, on lui a demandé si ça ne l'empêchait pas de dormir. Eh bien, écoutez, c'était l'an dernier, écoutez la réponse de Patrick Drahi. Je veux dire qu'aujourd'hui, on me critique sur mon niveau de dette, mais je dors beaucoup plus facilement avec 50 milliards de dettes qu'avec les premiers 50 000 francs français de dettes que j'ai contractées quand j'ai créé mon entreprise. Je te jure, ces journalistes, c'est des cochons. Là, j'ai coupé à l'endroit où ils ont coupé. Il manque la fin de la phrase. Mais t'inquiète. Tonton Nicolas est là. On va rajouter la suite. On va voir ça tout à l'heure. Je reviens sur le propos de tout ce qui vient d'être dit. D'abord, premièrement, avoir des dettes, c'est jamais le problème. C'est encore une fois, c'est toujours pareil. On te présente les choses sous un angle. Mais il y a l'autre angle. Qu'est-ce qu'il a acheté en contrepartie? Qu'est-ce qu'il a en face? T'inquiète pas, on va y répondre. Mais ce que tu dois comprendre, c'est très amusant ce qui vient d'être dit. Et d'ailleurs, je dois souligner, pour le coup, pour une fois, la réponse de madame la journaliste. Elle a très bien répondu, ce n'est pas Patrick Drahi qui porte sur ses épaules 51 milliards de dettes. C'est X sociétés qui regroupent l'ensemble d'une dette. Mais ce qui est intéressant dans ce qui a été dit là, c'est la vision de l'esprit. D'abord, comme ils viennent de te le dire, si tu as la sensation que c'est Patrick Drahi qui porte les dettes, c'est parce qu'on te le présente comme ça. Parce qu'on te dit Patrick Drahi a 51 milliards de dettes. Ce qui est faux. Elsa Benbaron a raison. Ces sociétés, et elles n'ont pas chacune 51 milliards de dettes. C'est 51 milliards de dettes qui sont répartis. Les mots sont importants. Ensuite, deuxième élément, et c'est ça que je veux souligner rapidement dans ce passage, c'est que quand depuis toujours tu as l'habitude d'avoir des crédits, tu finis par apprendre à vivre avec des crédits. Moi, je crois que depuis toujours, j'ai toujours eu des crédits sur ma tête. Ça m'a parfois servi, parfois desservi, mais j'ai l'habitude de vivre avec. Ça fait partie de ma vie. Et aujourd'hui, je vais te le dire très franchement, je vis beaucoup mieux avec mes dettes, moi aussi, que sans elles. Parce que je sais ce qu'elles me permettent de faire. Et ce qu'elles me permettent de faire,
ça n'égalera jamais ni ce que peut faire un salarié, ni ce que peut faire certains chefs d'entreprise qui ne s'endettent pas, ni ce que peuvent penser ces journalistes. Bref, à la fin, tu t'en fous de ce que pense tout le monde, parce que tu finis par te dire, une phrase que je dis dans mes programmes, ce qui est bon pour moi n'est pas bon pour les autres, et ce qui n'est pas bon pour les autres est parfois très bon pour moi. Alors, vous connaissez la fameuse phrase, est-ce que c'est pas le problème des banquiers? Vous savez, on dit, Oui, si je dois 1 million à mon banquier, j'ai un problème. Si je dois 1 milliard à mon banquier, c'est mon banquier qui a un problème. Voilà. C'est un peu ça, là, quand même. C'est ça et c'est pas ça. Bon, déjà, il a dit ça devant les sénateurs, donc, qui étaient un petit peu perplexes. Et l'idée, c'est de dire, quand j'avais fait 50 000 francs de dette, je vais me faire un peu l'avocat de Drahi pour une fois, c'est de dire, je ne savais pas comment j'allais le rembourser. Là, avec 50 milliards de dettes, lui, il part du principe que les entreprises qu'il a rachetées, financées par cette dette, ont les moyens, elles, de payer les intérêts de cette dette et à terme le capital. Et comment il fait alors pour faire en sorte que SFR subitement soit en mesure de rembourser une partie de cette dette abyssale? Alors effectivement, pour une fois, Mme Mbaran a été l'avocat de Patrick Drahi et c'est très bien parce qu'elle a raison. Effectivement, il n'a pas basé sa stratégie sur rien, sur du vide, sinon ça n'aurait pas marché, c'est évident, mais tu le sais déjà. En fait, ce que ces gens-là oublient de te dire, c'est que en réalité, le deal, il a eu lieu parce que ce qu'il a présenté a fonctionné auprès de certaines personnes. Si ça avait été véreux au départ, personne n'aurait financé. On dirait que l'argent sort du chapeau. Les questions qui sont posées peuvent paraître un peu ridicules, mais bon, je peux comprendre. Je peux comprendre que certaines personnes ne comprennent pas. Et puis, encore une fois, voilà, j'insiste, tel que c'est présenté, c'est vrai que c'est édulcoré, quoi. Hein. C'est un petit peu le magicien d'Oz, quoi. Tu vois, c'est assez hallucinant. Il y a un point qui a été dit et qui m'intéresse grandement. On va y revenir encore une fois tout à l'heure, mais c'était une introduction. Effectivement, il se sentait mieux avec 50 milliards de dettes qu'avec 50 000 francs de dettes à ses débuts. Mais ce qu'on oublie de te dire dans tout ça, c'est qu'il y a une valorisation en face. Et surtout, il y a un état d'esprit, une vision très claire. Tous ces gens, encore une fois, ne savent pas de quoi on parle. Et il y a un point qui est à aucun moment souligné, mais qui est un peu compréhensible, c'est que quand tu as plusieurs sociétés, tu as une réflexion de groupe. C'est-à-dire que tu ne raisonnes pas à l'échelle d'une entreprise. Et ces gens-là ont tendance à essayer de visualiser sur ces grands patrons un raisonnement d'une simple société. C'est-à-dire que quand tu les écoutes, en fait, quand tu les écoutes parler, quand tu écoutes cet échange, eh bien, tu as la sensation que M. Drahi a une entreprise et que cette société, la société de M. Drahi, génère tout ce qu'on vient de dire. C'est faux. M. Drahi a plusieurs sociétés. Il a des sociétés largement excédentaires. Il a d'autres sociétés dans lesquelles il n'y a pas les mêmes cellules, les mêmes structures que dans d'autres. Chacune des compétences se regroupe. Tu vas acheter quelque chose dans lequel tu vas garder un truc qui va te servir pour un autre truc. Alors quand je dis des trucs, c'est des sociétés, bien évidemment. Hein. Ça fait, dit comme ça fait là encore vendeur de chaussettes. En fait, en gros, tu achètes un bâtiment. Moi, c'est des bâtiments que j'achète. Tu achètes des bâtiments, tu vas vendre 80% du bâtiment, ou tu vas vendre la totalité du bâtiment. Il va y avoir un excédent en cash. Tu vas, avec cet excédent, racheter un ensemble de bâtiments. Sur cet ensemble de bâtiments, finalement, comme tu as des opérations antérieures, tu vas vendre qu'une partie des bâtiments. Tu vas garder un bâtiment parce que celui-là, tu peux le garder. Finalement, dans ce bâtiment, il y a, je sais pas, je te dis une bêtise, un appartement au dernier étage. Il t'intéresse parce que ta mère ou toi, tu pourrais y vivre. Tu vas y vivre. Et du coup, au final, tu as plusieurs sociétés dans lesquelles il va y avoir plusieurs éléments. Ces éléments s'entremêlent et font que ta vision globale de ton patrimoine, elle est forcément très différente que celle de ces personnes qui, eux, le voient de l'extérieur. Parce qu'un patrimoine, c'est vivant. Et parce que tu as des besoins. Ce que ne comprennent pas les journalistes, et qui ne comprendront jamais d'ailleurs, parce qu'ils ne sont pas du business en fait, c'est que quand, comme ces gens-là, il y a un groupe qui est créé, un groupe, il a besoin de tout un tas de choses pour vivre. Il a besoin d'humains, il a besoin de main-d'œuvre, effectivement, il a besoin de capitaux, il a besoin de connaissances, de R&D, de recherche et développement, il a besoin de tout un tas d'éléments. Et quand tu vas acquérir de nouvelles sociétés, eh bien, tu vas fournir à ton groupe tous ces éléments-là pour arriver à exister, grandir et continuer à proposer des services au reste du monde. Et c'est trop facile de faire ce qu'ils font, c'est-à-dire de dire « Ah ben oui, monsieur Drahi, comment vous faites pour payer ?» Il a un raisonnement très différent en fait. Il ne sait pas comment il fait pour payer. En fait, il a un raisonnement très différent, une vision très différente de sa société que celle des journalistes peuvent porter sur leur société. Et on va voir ensemble quelle est la vision de monsieur Drahi sur son entreprise. Là, pour le moment, il a fait de la moitié du boulot, c'est ce que je vous disais. Il a racheté SFR, pas forcément à un prix totalement délirant. Bon, il l'a quand même racheté 17 milliards, donc je viens de dire, il l'a bien vendu.
Il a fait la phase 1 de la promesse, c'est-à-dire qu'il a baissé les coûts. Comment il fait pour baisser les coûts? Alors, il y a la partie pas très sympathique du personnage, c'est qu'il a commencé par arrêter de payer certains fournisseurs. Donc, quand vous ne payez pas les fournisseurs, mathématiquement, les dépenses baissent, donc les marges augmentent. Ça c'est un peu réglé. Il a renégocié tous les contrats. Chez SFR, il y a des gens qui l'appelaient Monsieur 30%, parce qu'il demandait systématiquement 30% de remise à tous les fournisseurs. Après, il est en train de diminuer les effectifs de SFR, malheureusement aussi de 30%, parce qu'il y a 5 000 départs sur 15 000 salariés. Sur 15 000 salariés, il s'est séparé de 5 000 personnes. Ah oui, d'accord. Donc là, il a énormément réduit les coûts chez SFR. C'est en cours. Ouais. Et il y a normalement la deuxième phase qui est maintenant je gagne des clients et là, ça ne marche pas bien. Alors justement, j'allais y venir, parce qu'à côté de racheter SFR et des opérateurs, il se lance énormément dans les médias. Il a racheté BFM, Libération, l'Express. Mais alors, il a même acheté les droits sportifs de la Ligue anglaise et puis surtout de la Ligue de la Champions League en football. Alors, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut faire comme Jean-Marie Messier, là, c'est ça? Là, son modèle, c'est pas tout à fait Jean-Marie Messier, puis on va pas lui en vouloir. C'est plutôt les Américains. C'est plutôt de regarder ce que faisait, par exemple, le géant américain AT&T, qui voulait racheter une partie des droits de Time Warner. Donc du contenu, c'est mettre du contenu dans les... proposer aux abonnés SFR la Champions League en les faisant payer. Un peu plus, oui. Et alors, c'est ça qui ne marche pas? C'est que les gens, ils refusent de payer pour... c'est que, ce qu'il a lui-même reconnu, c'est qu'en fait, cet été, ils ont passé 1 € supplémentaire sur les abonnements à tout le monde. Il a augmenté les abonnements? Ouais, enfin, en fixe. Les abonnements fixes d'1 € pour avoir la Champions League. Non, pour avoir la Première Ligue, parce que pour le moment, la Champions League, il ne l'a pas encore, ce sera en août 2018. Voilà. Donc il a dit 1 € de plus à mes 5 millions et quelques d'abonnés fixes pour regarder du foot. Moi, personnellement, je ne mettrais pas 50 centimes dans du foot. J'aime pas ça, j'aime que le rugby. Mais par contre, vous, peut-être, vous mettriez 10 €. Il l'a lui-même reconnu. Donc, il a très, très mal ciblé et il a énervé tout le monde à l'arrivée. Et ça lui a encore coûté des abonnés. Donc, il y a vraiment un problème marketing. C'est-à-dire que les offres n'ont pas été dimensionnées correctement. Il n'a pas encore bien valorisé les contenus. Moi, je pense que, je ne sais pas si ça peut fonctionner ou pas, mais en tout cas, il faut que le package soit plus joli pour que ça fonctionne. C'est sûrement la seule fois où je serai d'accord avec Elsa Bembaron. Parce que pour le coup, tout ce qu'elle t'a dit est vrai. Donc je ne vais pas m'étaler parce que l'émission va être trop longue. On va basculer maintenant sur la deuxième partie de l'émission, la plus intéressante. On va rentrer dans le cœur de la machine. On va rentrer avec Patrick Drahi. J'ai sélectionné parmi tout ce que j'ai regardé, parce que j'ai regardé énormément de contenu pour comprendre. Je vais prendre vraiment l'intervention de Patrick Drahi devant les sénateurs pour qu'on décrypte vraiment qui est et comment fonctionne Monsieur Drahi. Je vais revenir sur ce qui a été dit là. Donc effectivement, tout ce qu'elle a dit est vrai. Effectivement, c'est une stratégie de décaler tes paiements de tes fournisseurs. Ça te permet d'augmenter tes marges et de décaler tes paiements et de faire fonctionner ta trésorerie pour optimiser certains leviers. Moi, je vais souligner quelque chose que je trouve très intéressant, c'est que, tu vois, je trouve toujours dommage en fait que les journalistes n'ont pas appris à remettre en avant les choses qui ont réellement de la valeur. Ce qui est intéressant, c'est que là, M. Drahi, il achète en fait SFR, et en achetant SFR, il acquiert une activité commerciale de première catégorie, de première visibilité d'ailleurs. C'est plutôt ça le vrai terme, une activité de première visibilité, une activité qui demande à son dirigeant de ne pas être un ingénieur, mais d'être un marketeur. Parce que quand tu proposes des forfaits SFR, des forfaits téléphonie, tu proposes un packaging. Et ce qu'elle a dit, elle est totalement vraie. Aujourd'hui, il n'est pas bon. Alors, comment dirais-je ? Heureusement, dans le cas de Drahi, ce qui est intéressant, c'est que c'est quelqu'un qui tâtonne, qui touche, qui essaye de comprendre, et il a des très bons réflexes, tu vois. Et c'est vachement intéressant pour toi. Il est dans une stratégie de création de contenu. Il veut proposer, en plus de ses services box, SFR, etc., des contenus de Champions League, du football, etc. Très très bonne stratégie, très très bonne vision de ce qu'est l'actualité, de ce qu'est notre monde tel qu'il est aujourd'hui. Les gens sont en manque de contenu de qualité. Et M. Drahi a très très bien analysé ça et il veut essayer d'acheter des droits pour venir ajouter à ses services des raisons pour ses consommateurs de venir les chercher. Une façon indirecte, en n'étant pas bon en marketing, de comprendre et de rendre plus belle la mariée. Alors il faut aussi
comment dirais-je, expliquer un élément qui est dit de manière succincte, c'est que SFR avec Vivendi avait aussi des problèmes et que je pense que M. Drahi a très bien compris ce qu'il rachetait et il le rachetait parce que précisément ses connaissances techniques, selon lui, vont lui permettre de faire passer à l'opérateur historique un certain cap. Il faut savoir que SFR, fin des années 90, c'est l'opérateur numéro 1 devant Orange, le premier à se lancer en France sur le réseau GPS. Donc clairement, il prend un ancien numéro 1 pour le remettre numéro 1. Mais ça, on va en parler tout à l'heure, tu verras. Ce que je veux aussi te dire, c'est que dans ce qui a été dit là, il y a quelque chose aussi de très juste. C'est quelqu'un qui va taper dans les coups. Mais là encore, quand une journaliste t'explique ça, ça me fait doucement sourire. Parce qu'elle encore, c'est toujours pareil, c'est la même personne qui endosse l'échec. Lui, c'est celui qui fait l'échec. Et une entreprise, pour qu'elle existe, elle a besoin de faire des profits. Sinon, l'entreprise n'existe pas, elle ne paye pas d'impôts. Et dans ces cas-là, ça ne fonctionne pas. Ok ? Donc il faut comprendre l'enjeu global qu'il y a. Et M. Drahi est le patron d'un groupe, un groupe qu'il doit faire fonctionner. Et pour le faire fonctionner, il raisonne avec un groupe. Et là encore, la façon dont c'est amené, on parle que de l'achat de SFR par M. Patrick Drahi. SFR aujourd'hui, ce n'est qu'une partie du groupe de Patrick Drahi. Et ça, il faut vraiment que tu le comprennes. Tu ne peux pas isoler SFR et isoler SFR de l'ensemble du groupe de Drahi. Aujourd'hui, le groupe de Patrick Drahi, on va le voir tout à l'heure, c'est un groupe international qui a un potentiel international. Et M. Drahi raisonne de façon internationale. Et nous, petits Français, eh bien, on raisonne de façon nationale, à notre niveau à nous. Et je te comprends, attention, je ne te critique pas en disant ça. Mais il faut essayer de passer de l'autre côté et comprendre que pour lui, aujourd'hui, il y a un enjeu différent de celui que toi, tu perçois en fait. Et cet enjeu, c'est qu'est-ce que je propose à mes clients ? Au début, il a construit un réseau et aujourd'hui, il veut tirer parti de ce réseau. Et il veut boucler la boucle, créer un cercle. Et le cercle, c'est quoi ? J'ai le réseau numérique câble, j'ai le réseau de téléphonie que je peux proposer à mon service de téléphonie, que je peux proposer à mes clients, et je suis propriétaire de tout. Et tu vas voir que la propriété est une des grandes sources de motivation de M. Drahi. Alors, ne t'énerve pas, jeune podcasteur, je sais que tu kiffes mes longues émissions, mais j'ai dû couper à un endroit, j'ai coupé là à 56 minutes, 55 et des brouettes, parce que l'émission est déjà assez longue, c'est l'introduction, tu viens de comprendre qui est Patrick Drahi. Et maintenant, dans la deuxième partie, on va voir de l'intérieur. J'ai choisi j'ai choisi un point. Et de ce point, on va voir Patrick Drahi. Donc, ce qui est intéressant pour moi, c'est de te dire 3 choses à ce stade. Tu ne viens de gratter qu'à la surface. Et on va rentrer à l'intérieur. Ça va être magistral. Et dernier point qui est hyper important, c'est qu'il ne faut pas se fier aux apparences. Alors certes, on peut croire que je défends le cas Drahi, mais parce que quelque part, d'une certaine manière, je m'y sens un petit peu proche, j'ose le dire. Et d'un autre côté, il faut essayer d'apprécier la vision dans son ensemble. Et ici, je pense que je t'ai bien dégrossi qui était le personnage. Maintenant, on va se concentrer dans la prochaine émission sur le cas Patrick Drahi, vu de Patrick Drahi, son cursus, comment il a fait, bref, comment ça peut se passer pour toi, parce que l'intérêt de toutes ces émissions, c'est qu'est-ce que toi tu peux en tirer. Bref, la suite au prochain épisode, et comme d'habitude, je t'invite à me laisser des étoiles là où tu écoutes l'émission, à me rejoindre dans mes programmes 10 millions ou 1 million, ou alors en téléchargeant mon livre, Devenir riche sans argent, tu peux même l'acheter sur la Fnac, Amazon, où tu as envie. Je te laisse me rejoindre la famille des investisseurs, et je te dis à très bientôt dans une prochaine émission. Salut!